Bonjour, bonjour à tous. Alors, Jean-Yves, donc moi je me présente, France Le Breton, mais ça a été fait déjà. Jean-Yves Dana, tu as 58 ans, tu es journaliste, rédacteur en chef d'Ocapi au groupe Bayard, après avoir été chef du service Monde à la Croix, où nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. Tu as été aidant de ta maman, Chantal, une ancienne professeure de lettres, pendant environ 1 an et demi, jusqu'à sa disparition le 9 juin 2024, à l'âge de 87 ans, des suites d'une maladie orpheline dégénérative. Jean-Yves, en quoi consistait ton rôle d'aidant ? D'apprendre sur le tas déjà, ce que ça veut dire de s'occuper de sa maman, de le faire en coordination avec mes 2 frères, tous les 2 plus âgés que moi, l'un habitant à Paris, ma mère était parisienne, l'autre en province, et il a fallu apprendre tous les 3 à se retrouver comme frères dans une situation qu'on n'avait pas du tout anticipée, qui était celle de non seulement aider ma mère, mais aussi savoir s'aider entre nous pour que chacun trouve sa place dans la fratrie. Il ne s'agissait pas qu'on veuille tous faire la même chose au même moment, mais qu'on soit des relais les uns pour les autres, qu'on puisse se parler de ce qu'on faisait, de nos ressentis. Et donc d'abord, il a fallu se trouver là-dessus. Je précise par rapport à ta présentation que ma mère en effet souffrait d'une maladie orpheline très handicapante. Elle était atteinte d'une sclérodermie et qui a été le facteur déclenchant du moment où il a fallu l'aider, c'est un accident de bus. Enfin, elle a été renversée en descendant d'un bus et elle a eu à ce moment-là une fracture du col du fémur, ce que connaissent beaucoup de personnes âgées, hélas, qui l'a rendue extrêmement dépendante, évidemment, et qui a en même temps nécessité une opération dans laquelle elle a perdu aussi de capacité cognitive par l'anesthésie et le choc post-opératoire. La rééducation a été lente, mais elle n'a jamais retrouvé l'usage de la marche, qui était déjà difficile avant. Donc tout à coup, elle s'est retrouvée dans un fauteuil, à la maison, dans l'incapacité de sortir seule, donc il fallait l'emmener en promenade. Et il a fallu organiser une veille auprès d'elle, nous 3 donc, mais aussi des services qu'on a sollicités, services d'aide à domicile, services de soins. On a appris à distinguer tous ces termes, à comprendre ce qu'ils voulaient dire, ce que chacun contenait. Et puis faire avec elle, parce que c'était une femme de caractère, elle était enseignante en effet. C'était aussi, lors de ses années de retraite depuis quasiment 30 ans, une femme très active, faisant beaucoup de choses, présidente d'associations culturelles. Enfin, elle avait vraiment un engagement social, elle aussi, et dans la culture. Et elle gardait cette poigne, ce caractère, même en difficulté. Donc il fallait composer avec elle aussi lorsque nous voulions lui proposer des aménagements chez elle, des choses qui pouvaient lui rendre la vie plus facile. C'était toujours à condition qu'elle veuille bien, évidemment. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit « je suis aidant » ? Ça n'a pas été immédiat, évidemment. Je pense que tous ceux qui sont passés par ces moments dans la vie peuvent en témoigner. Pour moi, il y a eu quelques moments forts. L'un en particulier qui a suivi le fameux accident qui a eu lieu pendant l'été 2022. Ma mère a été hospitalisée, évidemment. Elle s'est retrouvée pendant plusieurs semaines, de longs mois, même je dirais 2-3 mois, à l'hôpital Charles-Foix à Ivry-sur-Seine pour faire de la rééducation, tenter de réapprendre à marcher, ce qui n'a pas été possible. Et pendant cette hospitalisation, en fait, moi j'allais la voir, je partais de Bayard tous les jours pour aller à Ivry en vélo. Et pendant cette hospitalisation, il y avait des mini-formations pour les personnes malades qui étaient dans le service et leurs aidants. Et ça nous a été présenté comme ça. Et tout à coup, il y avait notamment une formation autour de la nutrition. Apprendre à se nourrir quand on est une personne âgée. Savoir que c'est important d'avoir une alimentation protéinée. Donc, d'accepter ce que l'hôpital donnait à manger, ce qui n'était pas toujours évident. Mais aussi d'accepter de prendre des boissons protéinées pour se fortifier. Ça participait à la rééducation. Et donc, tout ça, il tenait à ce que l'aidant soit présent pour assister à l'échange et même pour jouer son rôle moteur à côté de la personne malade.
Donc il y avait plusieurs personnes dans la salle qui étaient affectées et les aidants pour chacun d'entre eux. Et là, pour la première fois, quelqu'un du personnel hospitalier ou un professionnel, en tout cas sur ces questions, s'adressait à moi et à ma mère à côté de moi, les deux ensemble, en s'adressant aux malades et à l'aidant, et en nous sollicitant tous les deux d'une manière commune en quelque sorte. Et là, je me suis senti avec un statut social qui était différent de celle d'être simplement le fils de ma mère, mais aussi de représenter quelque chose pour la société face à cette personne professionnelle, ce nutritionniste. Donc là, il y a eu un déclic. Après, il y en a eu d'autres par la suite, quand elle est retournée chez elle, puisque c'était un peu son souhait ultime, j'allais dire, dans la vie, c'était qu'on la laisse tranquille chez elle le plus possible et même jusqu'au bout. Elle est morte à la maison. Et lorsqu'on a mis en place le service d'aide à domicile, évidemment, il s'adressait à nous, à moi et mes frères, comme à des personnes aidantes qui étaient à notre service aussi, pour nous accompagner autant qu'elles étaient là pour accompagner la personne malade, voilà, ma mère. Alors, et là, ça a été une vraie prise de conscience, effectivement, qu'on avait le droit, nous aussi, à quelque chose de la part de la société. Voilà. Une reconnaissance. Une reconnaissance. Alors, Jean-Yves, tu venais de prendre un poste de rédacteur en chef oui. Au CAPI, donc un bimensuel. Exact. Comment as-tu géré ces nouvelles responsabilités avec ton rôle d'aidant ? Ça a été une aventure étonnante. Effectivement, je suis devenu rédacteur en chef d'Ocapi à l'automne 2021. Ça fait 3 ans maintenant, là, voilà, en octobre. Et donc, j'étais encore dans la phase où on fait connaissance un peu avec son équipe, où on cherche ses repères au moment où tout ça est survenu de façon aiguë pendant l'été 2022, même si on avait déjà un petit peu l'occasion de se connaître. Mais en tout cas, c'est survenu assez brutalement. Et en fait, je suis quelqu'un qui, par tempérament, par mon histoire personnelle aussi, a vite compris l'importance de la parole, quoi, y compris sur des sujets personnels, sans en faire trop, mais suffisamment pour être compris des autres. Dans le passé, j'ai eu d'autres occasions de parler de moi et de me faire comprendre ainsi, notamment de collègues. Et là, il se trouve que lorsque c'est arrivé à ma mère, effectivement, je devais essayer de partir plus tôt de Bayard. Ma mère habitait dans le 13e arrondissement, dans le quartier de Tolbiac, donc pareil, vélo, ça va vite, hein, pour y aller. En un quart d'heure, j'étais chez elle, donc c'est assez commode. Je n'ai pas été un aidant qui a été obligé de traverser Paris pour venir faire son devoir de fils. Mais donc c'était relativement aisé pour ça. Par contre, très vite, j'en ai parlé à mes collègues sans chercher à cacher la vérité. Et pour dire aussi, c'est dur. Pour dire c'est dur, j'appréhende. Dans la journée, je disais tout à l'heure, il faut que j'aille voir ma mère. Je faisais 3 fois par semaine environ d'aller la voir. J'avais un frère qui habitait aussi à côté et on se passait le relais. J'allais la voir en fin de journée, sachant que dans la journée, il y avait une aide qui lui préparait le repas de midi et qui s'occupait de son linge, qui lui faisait la toilette. C'était quand même un travail professionnel qu'on préférait évidemment être fait par des gens dont c'était aussi le métier, la fonction. Voilà. Et donc, j'ai installé, en fait, malgré moi, j'allais dire, parce que c'était aussi ma nature, un dialogue avec mes collègues au sujet de ma mère, de son état et de mon ressenti. Et donc, tout le monde est au courant. Mais ce que j'ai remarqué et qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que finalement, j'étais pas le seul concerné dans l'équipe. On est une équipe où on est plusieurs à avoir à peu près le même âge, entre 50 et 60 ans. Et en fait, j'ai des collègues qui sont beaucoup des aidants ou des aidantes, beaucoup d'aidantes, qui ne le disaient pas forcément, qui le vivaient au quotidien et qui le vivent encore pour certaines d'entre elles aujourd'hui, mais qui le gardent dans une espèce de capsule d'intimité non partagée. Et le fait d'avoir, moi, déclenché une parole autour de ça, il n'y avait pas de préméditation à créer un débat dans l'équipe à propos de ces sujets, mais
de fait, il y a une espèce de parole qui s'est un peu libérée chez tout le monde sur ah ben moi, ma mère, ça a été compliqué pour telle raison. À moi, en ce moment, c'est un peu dur. Mes parents, ils habitent loin, faut que j'aille les voir ce week-end. Enfin, et des choses qui ne se disaient pas avant ont commencé à sortir, quoi. Et ça a été un peu comme ça jusqu'au bout. Ma mère, les derniers mois ont été éprouvants, les dernières semaines, j'en parle même pas, et les derniers jours, on sentait la fin proche. J'étais à ses côtés le moment où elle est partie, où elle est décédée. J'étais à côté, à son chevet, et c'était un dimanche, le jour des élections européennes, le 9 juin. Et il se trouve que je suis retourné à Bayard dès le mardi 11. J'étais là, 2 jours après. Et j'étais là non pas parce que j'avais tout à coup besoin de travailler ou quoi, j'étais dans une forme de recueillement qui s'était installée. Mais comme j'avais parlé pendant toute cette période avec mes collègues, ce jour-là, ça s'est fait naturellement aussi, en fait. C'est-à-dire que on s'est retrouvés autour de la table de réunion de la rédaction. Et j'ai éprouvé le besoin de leur parler de ma mère et de dire ce que je lui devais aussi, et que si j'étais rédacteur en chef d'Okapi aujourd'hui, je lui devais aussi des choses dans son histoire et dans notre histoire commune qui ont fait qu'elle était importante. Et finalement, j'avais envie de lui rendre hommage auprès de mes collègues. Et les choses, finalement, se sont passées de telle manière que tout ce que j'ai vécu pendant cette période-là, je l'ai vécu avec le soutien de mes collègues, vraiment, quoi. Alors peut-être que c'est pour ça que j'ai pas eu besoin, au-delà, d'aller chercher dans Bayard une structure d'aide, parce que j'avais déjà su créer des conditions d'échange, de dialogue. Puis peut-être qu'à Okapi aussi, par nature, on préconise la prise de parole. On passe notre temps à dire aux collégiens, il faut parler quand tu as des problèmes. Donc voilà, on l'exerce nous-mêmes. Et finalement, le contexte professionnel a été aidant pour moi. Mais la question s'est pas vraiment posée. Ça s'est fait de façon très naturelle, quoi. Et est-ce que cette expérience, justement, te rend peut-être plus empathique à l'égard de tes collègues Oui. Enfin, de toute façon, je pense être d'un naturel assez empathique. Et avant cette expérience, je l'étais sans doute déjà. Mais oui, absolument. C'est-à-dire que on a ça en commun maintenant d'avoir traverser mon histoire à moi et que j'ai pu les emmener un peu avec moi dans cette histoire, sans être envahissant non plus. Hein. Attention, je suis pas non plus quelqu'un qui va leur imposer quelque chose, mais en tout cas, le dialogue a permis de créer des conditions pour que chacun puisse, à l'heure du déjeuner, à d'autres moments de la journée, parler de choses un peu personnelles, et que l'équipe se sente concernée, que ça soit pas intrusif, quoi. Voilà, au risque d'exposer une partie un peu intime de ta vie, quand même. Moi, j'ai pas eu le sentiment d'imposer, en tout cas, cette partie intime de ma vie, mais par contre, j'ai découvert que en parler m'aidait à en comprendre le sens aussi, quoi. Voilà. Alors, tu as fait allusion donc à l'entreprise, à Bayard. Est-ce que tu as trouvé, ou est-ce que tu aurais aimé trouver une forme d'accompagnement au niveau de l'entreprise? De quelle aide aurais-tu eu besoin à cette époque? J'ai un peu répondu, mais je vais bien essayer de prolonger, parce que il n'y a pas eu un moment où je me suis dit c'est dans l'entreprise que je vais trouver la ressource dont on a besoin entre frères, quoi. Parce que peut-être j'étais pas encore, avant l'accident de 2022, dans une conscientisation aiguë que c'était imminent et qu'il fallait que je prépare ça. Et finalement, quand cet accident est arrivé et que tout à coup on s'est retrouvé à devoir agir, à devoir trouver des solutions, c'est d'abord entre frères qu'on s'est parlé. Alors, il y en a un qui est enseignant, même formateur pour les enseignants. Il y en a un qui est ingénieur. Chacun avec ses compétences et essayant déjà, comme je disais au début, de nous trouver nous-mêmes. Et d'un commun accord, allant vers un service de soins à domicile du quartier où vit ma mère pour savoir quels étaient les services proposés. Et on a commencé à mettre en place quelque chose avec ce service. Ça a été compliqué. On n'a pas toujours été avec des personnes dont on était satisfait. On essayait de faire des retours et c'était compliqué d'avoir des réponses. On a aussi eu droit à des personnes qui étaient des fées, des anges gardiens. On en a 2 ou 3 avec qui on a gardé le contact après le décès de ma maman, qui sont venues à la cérémonie, aux obsèques, qui étaient des dames qui s'occupaient d'elle, dont une d'origine ivoirienne qui l'avait prise en affection, qui avait créé un lien aussi avec elle.
Et donc tout ça s'était mis en place de sorte que quand effectivement j'ai échangé avec, je vois Yvonne Herbin en haut qui est là, j'ai échangé avec Yvonne à un moment donné parce que elle faisait partie des personnes aussi, à qui je parlais de temps en temps de mon histoire. Et elle m'a mis à ma disposition un certain nombre d'informations, de services qui existaient. Mais j'allais dire, au moment où cette information m'est arrivée, on avait déjà suffisamment avancé dans notre démarche, de sorte que j'ai pas eu besoin de recourir à ça, même si parfois c'était compliqué. Après, de quoi on pourrait avoir besoin en tant qu'aidant, j'ai envie de dire, le jour où on le devient, qu'on s'identifie plus vite comme tel, parce que je pense que c'est pas du tout immédiat, comme j'ai expliqué. Personne se dit un beau matin, ça y est, je suis aidant. Moi, il a fallu quelques déclics. Et peut-être au moment où ça nous arrive, savoir qu'il suffit de pousser une porte pour trouver les conseils, les personnes ressources, comprendre même tout ce qui se présente devant nous et devant quel chemin douloureux et compliqué on peut se trouver à ce moment-là. Ça peut être une vraie balise importante pour se rassurer à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'au début, heureusement la fratrie a fonctionné, mais ça peut être extrêmement angoissant de se retrouver soi-même en situation de devoir tout faire, tout simplement, quoi. Oui, une personne référente, un soutien financier éventuellement. Oui. Le congé proche aidant, il existe. C'est quelque chose aussi auquel tu aurais pu avoir recours si ça avait été nécessaire. Vraiment, c'est très cher un service de soins. Un service de soins non, mais un service d'aide à domicile, c'est très cher. Oui. Il n'y a pas forcément, c'est pas facile d'avoir des aides à ce niveau-là. Et donc il y a quelque chose à mettre aussi en place à ce niveau, c'est certain. Et puis on a découvert aussi, je vais essayer de faire court là-dessus, mais que un service d'aide, ça peut s'arrêter du jour au lendemain aussi pour des facteurs totalement immaîtrisables. Par exemple, ma mère, à un moment, il y a eu un soupçon de la part d'une aide à domicile qu'on connaissait pas pour le coup. Elle soupçonnait le fait qu'il y avait tout à coup des punaises de lit chez ma mère. Elle avait cru voir des punaises de lit. Donc elle en a fait un rapport auprès de sa hiérarchie. Et du jour au lendemain, le service entier a décidé de ne plus venir. C'était leur protocole. S'il y a des punaises, on ne prend pas le risque, donc on ne vient pas. Et du jour au lendemain, on apprend, même d'une heure à l'autre, j'allais dire, que les dames vont plus venir, quoi. Et là, c'est panique à bord, évidemment. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Elles sont là, on n'est pas opérationnel à 100% quand on est enfant d'eux, et même s'organiser pour nous, être présent, pour faire tout ce qu'elles faisaient, etc. Et puis surtout, on ne comprenait pas cette histoire de punaise de lit, mais on avait compris que c'était irrévocable. Et en fait, la solution en égo, j'allais dire, qu'on a trouvée, c'est emmenez votre mère dans un hôtel, faites désinfecter l'appartement et après on verra. On reprendra le service. Donc on l'a emmenée dans un hôtel à côté de chez elle, Place d'Italie. On a trouvé un endroit douillet. De toute façon, il fallait trouver vite. Et on a fait venir un maître chien avec son chien qui est un chien éduqué et habilité, reconnu, pour repérer les fragrances, les odeurs de punaises de lit dans les appartements. Donc j'ai été là quand le chien est venu, je l'ai vu à l'œuvre, passer de pièce en pièce de façon extrêmement rigoureuse. C'était une femelle berger belge, c'était assez impressionnant. Elle reniflait partout. Et le maître chien dit non, mais là elle voit rien. Enfin, vraiment, elle passait tout en revue, tous les endroits un peu stratégiques, évidemment, le lit, rien. Et donc il a fini son travail, on a payé 300 € quand même la visite, mais il faut ce qu'il faut, c'est moins cher que de désinfecter un appartement en cas de catastrophe. Et donc il a fait un papier, une attestation officielle, reconnue par l'État, disant il n'y a pas de punaise de lit dans cet appartement. Mais pendant ce temps, il a fallu gérer l'hôtel où était ma mère, l'organisation entre nous pour être avec elle aussi, parce que elle, dans cet hôtel, tout à coup, ne comprenant pas ce qui lui arrivait, il y avait aussi un traumatisme naissant à cause de ça. Elle était en colère parce qu'elle trouvait ça injuste. Elle disait mais c'est pas vrai, il y a pas de pute. Enfin voilà, donc il y a eu toute une phase où on se dit mais en fait tout ce qu'on a mis en place depuis 1 an et quelques, c'est tellement fragile, ça peut s'arrêter pour un rien. Donc il faut qu'on ait plus en fait. Et à partir de là, on a revu la structure d'aide à domicile.
Et on a mis en place un autre mode de service où c'était une seule personne qui venait, parce que jusque-là, c'était des personnes qui se passaient le relais. On avait des fois du mal à savoir qui faisait quoi. Il y en avait qu'on appréciait, qui nous faisaient vraiment des bons comptes rendus, avec qui on avait tissé des liens. D'autres, inversement, on ne voyait pas trop ce qu'elles faisaient, mais on n'avait pas la main dessus. Et là, on a pu avoir une personne, toujours la même, une référente, qui venait le matin, qui venait préparer le repas de midi, qui restait avec elle une partie de l'après-midi, qui l'aidait au coucher. Nous aussi, on l'aidait évidemment dans toutes ces phases-là. Et du coup, ça rendait les choses un peu plus simples. Voilà. Mais ça a été au bout de plus d'un an, quoi. Voilà. Ouais. Jean-Yves, tu as un fils de 11 ans. Oui. Est-ce que ton rôle d'aidant a eu des répercussions sur ton rôle de père ? Oui, forcément. Forcément, parce que d'abord, rôle d'aidant, puis accessoirement, rôle de rédacteur en chef d'Ocapi. Les deux jouent côte à côte, parce que finalement, les discours que je pouvais tenir à ce moment-là, enfin les paroles que je pouvais tenir vis-à-vis de mon fils, les deux se complétaient un peu. En fait, lui-même, à un moment, on en parlait souvent de sa grand-mère. De temps en temps, je l'emmenais avec moi pour lui rendre visite. Il savait qu'elle était faible, mais il prenait à cœur le fait de participer à l'aide, j'allais dire, à son niveau à lui, de lui raconter des choses sur sa scolarité, de lui parler de ses vacances, de lui parler de ses copains. Elle comprenait ce qu'elle pouvait, mais c'était important pour lui et c'était important pour elle qu'il y ait ce lien, évidemment. Et lui m'a dit un jour, mais en fait, papa, moi je suis aidant comme toi. Voilà. Et il prenait ça à cœur, le fait d'avoir lui aussi ce statut. Et finalement, il a eu besoin lui aussi de l'accompagner jusqu'au bout. J'ai dit que j'étais avec ma mère au moment où elle s'est éteinte, où elle est décédée. Et on a dû venir en catastrophe parce qu'on n'habite pas tout à fait à côté. Et on a dû venir en voiture. On habite dans le Val-de-Marne. Et en fait, il a fallu emmener notre fils qui est resté dans la voiture, donc qui n'a pas vu sa grand-mère mourir, mais qui a dit après, quand je suis descendu pour dire à lui, à sa mère, que sa grand-mère était morte, il a dit « je veux la voir ». On a d'abord hésité, parce que c'est pas évident non plus, dans quoi on s'embarque. Elle venait quand même juste de mourir quelques minutes plus tôt, et en fait, il dit il avait perdu un chat un peu avant. Et il a dit, j'ai pas vu mourir le chat, je veux voir ma grand-mère. Je veux mettre une image sur sa mort, en quelque sorte. Voilà. Et du coup, il est monté, il est allé dans la chambre, on l'a accompagné, il lui a fait une sorte de caresse sur le front. Et lui, ça l'a aidé aussi à démarrer un deuil très vite et à comprendre ce que ça voulait dire, ma grand-mère est morte. Voilà. Et quelque part, je repense tout à l'heure à la discussion précédente, c'est vrai que dans la famille, pouvoir parler de ce qui arrive, ça participe aussi à l'aide. C'est-à-dire que si j'étais rentré chez moi et que tout ça, je le gardais dans une espèce de bulle, ça aurait été très compliqué à vivre. Mais le fait de pouvoir partager avec ma femme, avec mon fils, de les associer à cette aide, de la même manière que ma femme est aussi en posture d'aidante avec ses propres parents, en ce moment encore, le fait que moi je participe aussi à ça, on fait équipe, on fait corps là-dessus, et l'enfant fait corps avec ses parents tout naturellement, j'ai envie de dire. Il faut lui faire confiance aussi pour être capable de ça et pour voir l'importance que ça a. Donc par rapport au fait de se projeter soi-même dans le moment où peut-être on sera aidé, forcément, ça vient des fois dans la conversation parce qu'on est amené à parler de la mort quand on parle de tout ça. Et un enfant de 11 ans est capable de parler de la mort, surtout quand il vient de perdre un animal, il fait l'expérience du deuil à un moment ou à un autre dans sa vie. Et en fait, c'est précieux pour lui même de sentir qu'on l'associe et qu'on ne cherche pas à le détourner de ces questions-là. Voilà. Oui. Alors, les hommes aidants sont peut-être moins nombreux que les femmes aidantes, mais on a l'impression qu'ils en parlent davantage. Est-ce que tu penses que les hommes ont peut-être plus besoin de faire savoir qu'ils sont aidants que les femmes ? Et pour quelle raison ? Nous, on est une fratrie de trois frères. Hein, donc déjà, on n'a pas eu les trois la même personnalité là-dessus, la même approche. Je pense que mon frère aîné, par exemple, garde beaucoup plus pour lui-même. Mon frère, le deuxième... était beaucoup dans l'organisation plus que dans le ressenti, et c'est peut-être moi qui apportais le partage d'affectivité sur tout ce qu'on était en train de vivre ensemble, et qui arrivait, on avait un groupe WhatsApp ensemble, et quand je faisais
sorte de compte-rendu aux deux frères d'une visite chez ma mère où on avait discuté, où j'avais réussi à lui faire ressentir des choses avec de la musique, avec d'autres choses, parce qu'on teste des façons de garder le lien quand la personne est en train un peu de partir, d'oublier, etc. Parce que ma mère a beaucoup oublié sur la fin. C'est important de formuler les choses. Alors, je ne sais pas par rapport aux femmes, pour le coup. Ce que j'ai dit par rapport à l'équipe, bah oui, il se trouve que je suis un homme, que les autres sont plutôt des femmes et que c'est de moi qu'est venue la stimulation pour qu'on s'en parle entre nous. Est-ce que c'est pour me valoriser, ou en tout cas pour valoriser le fait que nous aussi on peut le faire? Je ne me suis pas posé la question en ces termes parce qu'elle était... peut-être que le fait que je sois journaliste m'aide aussi à en parler, parce que quand on est journaliste, on arrive à être à la fois soi-même acteur de quelque chose et en même temps un petit peu observateur d'une situation qu'on est prêt à raconter, comme ici aujourd'hui, voilà, et du coup qui me met en situation de porter témoignage et de me dire le faire c'est utile, parce que c'est aussi le sens que je mets dans mon métier. Donc, alors est-ce que c'est quelque chose qui est propre aux hommes? En tout cas, je pense propre aux journalistes, oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, oui. Ouais. Et puis peut-être une dernière question, Jean-Yves, quel conseil donnerais-tu à un aidant aujourd'hui, à la lumière de ton histoire personnelle? Alors, le fait de se dire aidant nécessite déjà d'avoir conscientisé beaucoup de choses, je pense. Et peut-être le fait de parler pour le conscientiser me paraît très précieux. C'est pas facile de la même manière pour tout le monde. Je pense qu'on n'est pas tous et toutes dans la même façon de vivre ça. Plus que si on est aidant de ses parents qui sont très âgés, ou de sa compagne ou de son compagnon, ou voire d'un enfant. Enfin, c'est pas du tout le même ressenti qu'on peut avoir, et parfois on peut être complètement embarqué dans quelque chose d'extrêmement lourd et douloureux. Moi, avec ma mère, il se trouve qu'elle était malade depuis pas mal d'années, que même avec elle, on parlait de sa fin de vie, en quelque sorte. Voilà, elle avait plein de bouquins, plein de livres à la maison, et elle passait son temps à dire ça, prends-les maintenant, après, quand je serai partie, je préfère que vous les preniez tout de suite. Enfin voilà, elle était toujours à se projeter dans l'après, et quand des fois je lui disais au revoir, je lui disais à bientôt maman, elle me disait peut-être. C'était une façon pour elle de dire au revoir à chaque fois qu'on se voyait. Mais s'accepter comme aidant, je dirais, dans tout ce que ce mot peut avoir comme dimension à la fois personnelle, psychique, morale, ne pas s'en demander trop à soi-même, et puis s'accepter aussi dans sa dimension sociale aussi comme aidant, c'est-à-dire accepter de le dire aux autres d'une manière ou d'une autre, de partager. On n'est pas obligé de partager son histoire comme moi j'ai pu le faire dans certains moments, mais en tout cas partager le fait qu'on vit un moment particulier, et que si aux autres on peut apparaître un peu taciturne, un peu fatigué, un peu mal dans ses repères, difficulté à écouter, tout à coup obligé de quitter une pièce parce qu'on a un coup de fil à passer, etc. Faire en sorte que ce soit compris par les autres et leur faire confiance dans leur capacité à intégrer aussi à leur propre regard sur vous et sur la société, tout simplement, que ça existe et que ça peut arriver à chacun, quoi, en quelque sorte. Et puis surtout, tu disais se faire aider. Oui, se faire aider, bien sûr. L'aidant doit se faire aider. L'aidant a besoin d'aide aussi. Voilà. Ça, je pense que toute la journée, on apporte le témoignage, mais c'est une évidence, et ça, c'est quelque chose qu'on apprend en étant soi-même aidant, finalement, et en acceptant l'aide qu'on nous apporte, oui, plutôt qu'en se disant non, mais je suis le fils, vous savez, je peux le faire, justement. Je peux tout faire. Voilà. Ouais. Ça, c'est important d'accepter l'aide et même de l'accueillir, même, de l'accueillir. Très bien, je te remercie beaucoup, Jean-Yves. Merci.